Cher Amit, cher Yalda, Monsieur le Président du Parlement wallon, Monsieur le Recteur, Monsieur le Premier Vice-Recteur, Monsieur le Pro-Recteur qui nous suit à distance, chers collègues, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités, chers amis, dans la vie, il y a des moments sombres et des moments de lumière. Aujourd'hui, c'est un moment de lumière, un moment de grand plaisir de vous retrouver à Liège, Amit et Yalda. C'est un moment que nous espérions tous, pour lequel on a milité, pour lequel vous qui nous suivez à distance avez milité. C'est un moment de grand plaisir et donc une soirée en toute simplicité pour vous dire re-bienvenue à Liège après une période qui a été extrêmement compliquée pour vous. Et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui à Liège pour que vous puissiez y reprendre la vie que vous avez laissée quelque temps déjà, trop longtemps. Mais on va essayer de ne pas trop penser à cette période-là, mais on va essayer de se tourner vers l'avenir. Et c'est ça qui compte pour nous aujourd'hui. C'est une soirée de remerciements pour vous parce que vous avez tenu bon, mais aussi un remerciement à toutes les personnes qui vous ont soutenu. Et je sais que vous avez eu des témoignages de tout ce soutien qui s'est organisé ici à Liège. Et ces personnes sont parmi nous aujourd'hui. Il n'y a qu'une petite partie qui se trouve dans l'auditoire. Il y en a d'autres qui sont connectés à distance, mais je suis sûr que vous allez avoir énormément de messages de soutien après cette soirée. Alors, on va essayer de la faire simple, mais malgré tout, il y a toute une série de personnes qui ont voulu témoigner et vous accueillir à Liège. Et je vais inviter la première personne à prendre la parole. C'est notre recteur, M. Wolper. Et j'invite donc le recteur à prendre en premier la parole pour vous souhaiter la bienvenue. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Monsieur le Président du Parlement wallon, Monsieur le Premier Vice-Recteur, Monsieur le Doyen, Mesdames, Messieurs, chers Hamid et Yalda. C'est avec plaisir, mais aussi avec émotion que je vous accueille. Avec plaisir, car vous allez renouer avec la vie en Belgique et votre parcours doctoral. Et nous avons prévu ce qu'il faut pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Un financement, un bureau, un promoteur, le professeur Hübner, un sujet qui a évolué et une collection de masques HEC et Université de Liège. Ça s'impose à l'heure actuelle. Votre sujet de thèse est dans le domaine de la finance, domaine qui évolue rapidement et devient de plus en plus étrange. Des taux nuls et quand même une inflation basse, des déficits publics gigantesques dont on ne se préoccupe, je ne dirais pas trop ou pas encore trop, un Bitcoin qui accélère comme une Tesla, des vendeurs à découvert, les short sellers qui sont écrasés par la foule des petits investisseurs. Vous travaillez sur les marchés d'allocation de fonds, en particulier dans les fonds d'investissement alternatifs, les hedge funds. Cela va bien sûr impliquer l'analyse de multiples données pour essayer de comprendre comment se décident les choix d'investissement. Et l'année que nous venons de vivre montre l'importance du sujet, tant les changements et l'évolution de notre économie a été rapide, de même que l'adoption de nouveaux outils technologiques et de nouvelles façons de travailler. J'ai dit que je vous accueillais avec plaisir, mais aussi avec émotion. Avec émotion, parce que je pense à vous, à ce que vous et vos proches ont vécu. Souffrance physique et psychique, peur, anxiété, et j'imagine souvent désespoir. Émotion, parce que je pense à tous ceux qui sont encore injustement emprisonnés. Je ne citerai qu'un nom, Ahmad Reza Jalali, médecin, qui a séjourné à la VIB, qui est maintenant dans des conditions de détention presque insupportables et sous la menace d'une exécution. Émotion, parce que nous voyons que
des pays où nous pensions que la démocratie était d'une solidité à toute épreuve pourraient basculer. Ce qui s'est passé récemment aux États-Unis nous interpelle, et même si l'issue a été tout à fait positive, nous sommes inquiets de voir ce qui pourrait se passer. La même émotion parce que dans notre pays et ceux qui nous entourent, les tensions sont nombreuses. Et quand il y a tension, les choses peuvent basculer. Les polarisations politiques sont fortes, les opinions sont très tranchées, les débats souvent, parfois même violents. Et la Belgique, qui est une terre de liberté, et je peux le dire, d'accueil, nous espérons tous qu'elle va le rester, mais nous devons être vigilants. Et être vigilants, ça veut dire élever la voix quand il le faut, comme le font beaucoup de personnes qui sont dans cette salle ou qui nous écoutent, et toujours être conscient que même chez nous, des choses inacceptables peuvent arriver. Et je ne voudrais surtout pas que vous ayez quitté une oppression pour retomber dans une autre. Face aux divisions, la connaissance, les débats constructifs sont certainement la meilleure solution. C'est ce que nous faisons à l'université. C'est comme ça que nous essayons d'apporter quelque chose, en tout cas une des façons dont nous apportons quelque chose au monde qui nous entoure. Et cela se résume par notre devise « Scientia Optimum ». Je vous remercie. Voilà, l'enjeu c'est toujours de reprendre son masque, sinon on va avoir une collection devant nous. Je vais maintenant inviter M. Philippe Hensmans, qui est le directeur de la section belge francophone d'Amnesty. Amnesty qui a été à nos côtés, qui a été plus qu'à nos côtés, derrière nous, et qui a servi de lien avec vous. Donc un grand merci à Amnesty, et je cède la parole à M. Philippe Hensmans. Monsieur le Président du Parlement wallon, Monsieur le Doyen, Mesdames et Messieurs, chers amis, chère Yalda, chère Amit, j'ose le dire comme ça parce que je sais que, en tout cas, Yalda, elle like toutes les photos que je poste sur Instagram systématiquement depuis longtemps. Et c'est un drôle de métier que je fais. C'est un drôle de métier et je crois que les militants d'Amnesty diront la même chose parce que pendant des années, on côtoie tous les jours et je peux vous assurer, c'est pas seulement côtoyer au sens symbolique du terme, mais tous les jours quand je rentre au bureau, il y a une photo d'Hamid devant moi au mur, partout. On s'est retrouvés ensemble, devant l'ambassade d'Iran à de nombreuses reprises, parfois même avec d'immenses haut-parleurs, puisqu'ils ne voulaient pas nous recevoir. On s'est dit, on va les faire entendre. Je disais donc que c'est un drôle de travail parce que c'est la première fois que je vous rencontre tous les deux, hein, alors que ça fait des années qu'on agit presque tous les jours, qu'on fait les trucs tous les jours pour vous et pour d'autres, bien entendu. Et évidemment, vous le sentez bien, c'est toujours avec émotion qu'on rencontre des personnes comme vous, après tout ce temps passé. Et ça montre aussi l'acharnement dont nous voulons faire preuve. Je dis souvent, pour rire, entendons-nous bien, quand on me demande comment ça se fait depuis si longtemps que je travaille à Amnesty, qu'est-ce qui fait que je travaille depuis aussi longtemps, 30 ans, une bonne trentaine d'années, je dis souvent, vous connaissez beaucoup de boulot où on est payé pour emmerder des gouvernements. Eh bien, c'est beaucoup plus que ça, évidemment. Hein. Ça peut être amusant, mais c'est surtout extrêmement émouvant et fort. Et ça montre qu'on a une confiance en l'humanité et confiance dans la force de l'être humain parce qu'il arrive à s'en sortir malgré tout, à reconstruire une nouvelle vie. Et ça, c'est capital. Et si nous pouvons jouer le moindre rôle en la matière, aider à reconstruire cette vie, aider d'abord à se sauver, à échapper à des tyrans lointains ou proches d'ailleurs, parce que comme monsieur le recteur disait,
On a l'impression que les choses se rapprochent, et parfois même au niveau de l'Union européenne. À l'intérieur de l'Union européenne, il y a des choses extrêmement désagréables, pendant qu'à ses frontières, il y a des milliers de personnes qui se noient de façon régulière. Il y a Lesbos, des camps qui sont dans des situations abominables en notre nom. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Eh bien, malgré tout, il y a ces espoirs qui ressortent de temps en temps et qui font que on n'a pas un bâton de pèlerin qui s'use au fur et à mesure de la marche militante qu'on fait. Il y a un bâton de pèlerin qui se renforce et des piliers sur lesquels on peut s'appuyer alors en se disant ça sert à quelque chose. Et même si on ne vous a pas libéré comme on voulait le faire immédiatement, parce qu'il n'y avait aucune raison que vous soyez emprisonné, on a, je l'espère, fait parvenir ces messages de solidarité qui peut-être aident à survivre en prison, en tout cas à vivre la chose de façon un peu moins difficile. Je pense que peu de gens savent ce que c'est, heureusement d'ailleurs, ce que c'est que de vivre en prison. J'ai eu l'occasion de visiter les prisons un peu partout dans le monde pour me rendre compte de l'abomination que ça peut représenter. Je peux vous dire en tant que commissaire de surveillance d'une prison en Belgique que nous n'avons rien à envier à des prisons parfois burkinabées, par exemple, tellement la situation est catastrophique. Et donc j'imagine ce que c'est de se retrouver dans des situations où non seulement les conditions de détention sont abominables, mais en plus on est à la merci de personnes qui décident du jour au lendemain de ce qu'elles font de vous et des traitements qu'elles vont vous faire subir. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment au-delà de toute logique que l'on peut accepter et contre lesquelles nous nous battons en permanence. La situation en Iran aujourd'hui est catastrophique, pas uniquement du fait que c'est une dictature, il faut appeler les choses un chat, mais aussi parce que la situation économique, je pense, n'est pas extraordinaire. La pandémie a des conséquences terribles sur la population, avec en même temps toujours cet espoir que l'on retrouve. Il suffit de voir les manifestations qui ont eu lieu ces dernières années pour se rendre compte qu'il y a encore des volontés de changement, il y a encore des gens, des hommes et des femmes qui croient qu'on peut changer les choses. Et je vais terminer là-dessus parce que je pense que sans une note d'espoir, on arrêterait tout de suite. Et vous êtes une note d'espoir pour nous, on vous retrouve. Et c'est un message, c'est un escalier qui nous dirige vers la suite, vers d'autres combats que nous devons mener en permanence avec vous et pour vous. Merci encore d'être là et bon courage pour la suite. Au revoir. Merci, Monsieur Hensmans. Je vous propose maintenant ensemble de regarder une vidéo que nous avons réalisée qui résume un peu cette période de 6 années et qui résume aussi la libération. Notre communauté scientifique et universitaire doit dire haut et fort et répéter haut et fort à travers le temps que cela est inadmissible. On ne peut pas couper la vie d'un jeune chercheur de cette manière-là, qu'on ne peut pas bafouer les droits élémentaires d'un chercheur de notre communauté universitaire de cette manière-là. Et le fait qu'il le sache va certainement lui apporter énormément. Il aimait beaucoup cette ville et savoir qu'on se mobilise fait une différence énorme pour lui. Un autre doctorant souhaiterait avoir 180 secondes pour expliquer ses recherches. Mais il ne peut pas, parce qu'il est injustement emprisonné en Iran. C'est Hamid Babaï, qui poursuivait une thèse à HEC Liège, emprisonné en Iran pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Il est aujourd'hui en grève de la faim.
Je souhaitais une fois de plus qu'il ne soit pas absent de cette cérémonie et que nous continuions à penser à lui. Son combat pour la liberté et la vérité est le nôtre. Oui, bonjour, Hamid? Oui, vous allez bien? Oui, c'est Albert Corré à l'appareil, bonjour. Et toi, comment vas-tu? Oui, je vais très bien, je suis très heureux. Et donc tu es en liberté pour quelque temps, là? Oui, je suis en permission et ici je donne mon bonjour chaleureux à peuple chaleureux de la Belgique. Je donne mon bonjour à tous ceux qui entendent à ce moment mon voix. Quand j'entendais que vous avez réagi en faveur des prisonniers politiques, j'étais très content en prison quand j'ai entendu que vous aviez un rassemblement. Mes journées étaient très différentes en prison et c'était plus facile de rester en prison quand je savais que mes amis en Belgique sont actifs et ils n'avaient pas oublié ces amis. J'étais très content. Merci. Alors sur ces images, vous avez vu Monsieur le prorecteur Corré, qui n'est malheureusement pas parmi nous physiquement aujourd'hui, étant revenu du Congo, donc il est un peu en quarantaine, mais je le salue et je le remercie pour tout son soutien. Je voudrais maintenant inviter Monsieur le Président du Parlement de Wallonie, Monsieur Jean-Claude Marcourt, à prendre la parole, qui lui aussi était là en permanence pour nous soutenir, et c'est un énorme plaisir de l'avoir parmi nous, et je le remercie pour tout son soutien tout au long des années. Monsieur le recteur, monsieur le premier vice-recteur, monsieur le prorecteur, monsieur le doyen, chers amis, c'est évidemment pour nous tous aujourd'hui un grand moment de joie. Mais je dirais simplement qu'en soutenant Hamid et en réclamant sa libération, nous n'avons fait que notre devoir. Les risques, et quels risques? C'est lui qui les a pris avec Yalda, c'est eux qui ont risqué leur vie. Le courage, l'abnégation, la force
Ce sont eux qui en ont fait montre 6 longues années durant. Je voudrais ici saluer la combativité sans faille et le refus de lâcher quoi que ce soit d'Yalda. Je vous tutoie et ça pourrait apparaître comme une familiarité, mais c'est au contraire une marque de profond respect. C'est vous qui êtes resté en Iran pour dénoncer l'injustice faite à Hamid, en sachant évidemment qu'à tout moment vous risquiez d'être arrêté. S'opposer au régime, et comme femme qui plus est, était sûrement un double sacrilège. 6 ans de la vie d'Hamid et d'Yalda et de bien de leurs proches, je n'en doute pas, ont été volés. Et les voir libres aujourd'hui, ce dont nous sommes toutes et tous heureux, ne leur rendra jamais ces 6 années d'enfer. J'ai évidemment participé à la mobilisation pour sortir Hamid de prison, d'abord par conviction personnelle, parce qu'il a refusé, en toute connaissance de cause, de solder les droits de l'homme. Ses geôliers et leurs commanditaires voulaient le contraindre à la dénonciation et à la délation, qui, où qu'elle s'exerce, porte en elle des gènes mortifères pour la démocratie. Il a résisté, et cela au prix de sa propre liberté. J'étais à l'époque ministre de l'Enseignement supérieur et je me suis servi de mes fonctions et des contacts qui m'étaient donnés pour pouvoir porter la bonne parole, avec évidemment des guillemets d'usage, auprès des différents interlocuteurs. À titre d'exemple, lors d'une rencontre officielle avec mon homologue iranien, ministre de la Recherche, M. Golami, et l'ambassadeur d'Iran en Belgique qui l'accompagnait, j'ai demandé fermement, au nom du gouvernement et de l'ensemble de la population belge, la libération d'Hamid. Et j'ai été informé régulièrement de sa situation par le prorecteur Corret, qui avait travaillé avec Hamid pendant 3 ans, avant le triste été de 2013. Je pense profondément que le savoir est le contraire de l'enfermement. C'est pourquoi j'ai voulu, comme ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, construire des ponts entre les chercheurs et l'ensemble de la société et d'abattre les murs derrière lesquels certains, par confort ou aveuglement, veulent cantonner la recherche. J'ai la profonde conviction que quand un régime politique veut bâillonner ses intellectuels, c'est contre son peuple qu'il s'érige. Je voudrais simplement aujourd'hui vous souhaitez de pouvoir reprendre une vie paisible. Non pas de rattraper le temps perdu, mais de créer le temps qui vous reste. Et à tous les deux, je voudrais souhaiter plein succès dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Je voudrais saluer les 2 universités qui vous accueillent, l'Université de Liège et l'Université libre de Bruxelles, pour vous permettre de continuer votre travail de doctorant, ce qui me paraît essentiel. Je ne peux terminer ce moment de joie qu'en ayant une pensée pour le professeur Djalali, dont la condamnation à mort court depuis 2017 et dont la situation reste extrêmement préoccupante. Tous les démocrates, tous les défenseurs des droits de l'homme, tous ceux pour qui ces mots signifient quelque chose, doivent continuer le combat, car malheureusement, vous n'étiez pas le seul dans votre situation, dans votre pays, mais également ailleurs. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais maintenant accueillir Monsieur Émile Franck d'Amnesty International qui va vous adresser quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Merci au président de la région wallonne et au recteur, vice-recteur. Et j'avais eu l'occasion de rencontrer M. Wolper l'année passée, juste au moment de la libération d'Hamid,
et où il m'avait assuré que dès qu'il reviendrait en bonne forme, comme il m'avait dit, je me souviens très bien, il trouverait bien les moyens, s'il y avait un problème de bourse, de pouvoir avoir la possibilité pour Hamid de continuer, en tout cas son doctorat. Donc tout est bien qui finit bien. Alors, je voudrais bien remercier un seul couple. Je ne sais pas si Hamid, je sais qu'il fait toute une liste de remerciements, mais je voudrais bien féliciter monsieur et madame Braun. Qui sont monsieur et madame Braun? Ce sont les propriétaires d'Hamid et de Yalda en octobre, enfin en 2013 et même avant, qui habitent ici à côté des Guillemets et qui, durant le seul mois où Yalda a pu revenir ici en Belgique, elle a appelé Amnesty, en fait, et elle a demandé, je voudrais bien rencontrer quelqu'un qui s'occupe de l'Iran. Et comme j'étais liégeois, j'avais beaucoup de chance. J'ai rencontré Yalda le 18 octobre 2013, et grâce à ça, on a pu évidemment mettre en lumière le cas d'Hamid et aussi d'Yalda. Indubitablement, ils sont évidemment liés l'un à l'autre sans aucun problème. Donc ça, c'est vraiment un grand merci que je donne à cette dame, parce que franchement, sans ça, peut-être qu'il serait passé inaperçu. Et alors, je vais être le rabat-joie de la journée. Je vais parler un petit peu des droits humains en Iran. Pour le moment, c'est catastrophique, vraiment catastrophique. Et je ne le dis pas en insistant, je pense que c'est encore plus pour le moment. M. Marcourt et d'autres personnes ont parlé, et M. Volper du docteur Jalali, c'est catastrophique. Il est pour le moment cadavérique. Il a fait grève de la faim, etc. Et les dernières informations, c'est Hamid qui les a eues, puisqu'il a eu la chance d'avoir la femme du docteur Jalali, je crois qu'il y a quelques jours, pour essayer d'avoir des nouvelles. Et donc Hamid suivra, d'ailleurs c'est souvent comme ça qu'il l'a dit, suivra aussi le docteur Jalali ici. Les problèmes qu'il y a à l'heure actuelle, il y a des cas connus qu'on entend souvent à Amnesty, c'est Nasrim Soudoudeh, la libération de Narges Mohammadi. Amnesty vient de s'occuper d'Athéna Daimi maintenant. Mais pour le moment, il y a tout gros problème en Iran concernant les ethnies. Vous savez, l'Iran, c'est un beau pays, un grand pays, mais il n'est pas peuplé que de Perses. Les Perses sont majoritaires, mais à peine. Il y a des Kurdes. Hamid est d'origine kurde, je pense. Il y a des Kurdes dans le nord-ouest de l'Iran, mais il y a aussi des Ahwazis, ça ce sont des Arabes, des Turkmènes et des Balouches. Et ces deux ethnies particulièrement, j'ai dans ma poche une action urgente reçue de Londres cet après-midi concernant justement 3 personnes de cette minorité arabe Ahwazi. Et donc, ce sont des personnes qui sont menacées de mort. En fait, elles sont arrêtées. Elles ont été condamnées à mort tout simplement parce qu'elles réclament tout simplement d'avoir une culture, pouvoir promouvoir leur culture arabe en Iran. Et donc, tout simplement parce qu'ils font ça, et ils demandaient aussi pouvoir enseigner l'arabe dans leur province. Ils ont été arrêtés, ils ont été tous les 3 condamnés. Et pour le moment, en plus de ça, ils sont torturés en prison. C'est des prisons qui sont dans des régions d'Iran un peu plus, qui ne sont pas la prison des villes comme à Téhéran, et donc qui sont des prisons où on profite un peu de la situation, malheureusement, pour torturer ces personnes. Mais c'est aussi le cas de la minorité balouche. La minorité balouche en Iran est une minorité en fait un peu particulière. Ce n'est pas un mythe que je vais lui expliquer. Le Baloutchistan, c'est de l'autre côté, c'est dans le sud-est de l'Iran, proche de l'Afghanistan. Le Baloutchistan, il y a la particularité d'être pauvre économiquement, mais surtout, les Balouches sont sunnites. Quand on sait que la majorité du peuple iranien, la majorité du peuple, les gens sont de religion chiite, ils sont donc 2 fois mal considérés, non seulement au niveau ethnique, bien sûr, mais au niveau aussi du fait qu'ils sont de confession sunnite. Et donc, je terminerai par là, je pense qu'il faut continuer, évidemment, tout le travail fait pour l'Iran, et ce n'est pas Philippe qui me dira le contraire ici, parce que pour le moment, c'est particulièrement catastrophique, et d'ailleurs, dans le cadre de
de l'action ici concernant les balouches. Et je vais retourner vers le secrétaire national puisque on nous a demandé par l'intermédiaire de l'ordre de pouvoir contacter, c'est une des premières fois qu'on le demande, de contacter nos propres ambassades sur place, donc en l'occurrence l'ambassade belge à Téhéran, pour essayer, dans la mesure de leur possible, de faire pression parce que la situation de ces minorités est catastrophique. Je vous remercie de m'avoir écouté et voilà. Et bienvenue. Merci, Monsieur Franck. C'est le moment de vous céder la parole à vous, Amit et Yalda. Donc, vous avez le micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis vraiment content de pouvoir revenir ici en Belgique. Merci. Je suis très reconnaissant de votre soutien, du soutien que vous avez m'apporté pendant ces années. Je voudrais remercier Monsieur le recteur, Monsieur le doyen, Monsieur le président du Parlement européen, Monsieur Hansman. Désolé, je ne peux pas nommer tout. Merci beaucoup les membres d'Amnesty qui m'ont soutenu pendant ces années. Je suis vraiment content d'être accueilli dans un pays qui attache beaucoup d'importance à la cause des droits de l'homme. Votre sentiment humanitaire et l'amour que vous portez aux droits de l'homme, c'est vraiment louable. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. À mon côté, je voudrais dire merci à tous les amis ici, à l'université, à Amnesty International, et le peuple belge qui nous soutient. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci beaucoup à vous. Comme je l'ai dit, c'est un plaisir de vous avoir là. Je pense qu'on a quelques petites choses pour vous, si j'ai bien compris. On va encore vous applaudir. Alors, dans des circonstances normales, évidemment, on vous inviterait à prendre un verre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et alors, comme il fait froid, on a pensé à une doudoune, à un bonnet et à des gants. Alors vous l'aurez compris, la soirée va se clôturer très vite, mais je voudrais qu'on donne un grand applaudissement au monsieur que vous venez de voir. C'est monsieur Luc Pire qui a toujours été là, qui a mobilisé, qui nous a interpellés, qui nous fait réfléchir, qui est à nos côtés. Merci Luc pour ces actions. C'était un premier. Voilà, alors je vous souhaite une excellente soirée. Je voudrais encore remercier toute l'équipe qui a rendu cette transmission possible. Nathalie Osé, Louise, toute l'équipe qui était là avec nous. Et encore une fois, excellente soirée. Surtout, bon séjour en Belgique, même s'il fait froid maintenant. Et je le rappelle, c'est un vrai moment de lumière qu'on a vécu ce soir. Re-bienvenue en Belgique et bonne chance pour la suite.